Dans un précédent numéro du Dessous des cartes, je vous ai parlé des projets culturels étonnants que plusieurs États du Golfe ont mis en route, notamment grâce à leur rente pétrolière. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler des équilibres politiques qui ont beaucoup changé dans cette région, après le 11 septembre 2001, la guerre en Irak, les ambitions nucléaires de l'Iran ou la montée en puissance des fonds souverains régionaux. Voici la région du Golfe Persique. Ce golfe est bordé par 8 États, dont le sultanat d'Oman, placé juste devant le détroit d'Ormuz, qui ouvre sur l'océan Indien. Par ce détroit transite 20% de la production mondiale de pétrole. Et quand on entre dans la logique des petits États du Golfe, on mesure que les garanties de sécurité peuvent être perçues comme insuffisantes, soit parce que l'Irak est instable, soit parce que l'Iran est vu comme menaçant, soit parce que le parrainage de l'Arabie saoudite est pesant. Eh bien, tout cela entraîne des évolutions politiques significatives et je vais aujourd'hui vous donner plusieurs exemples. Premier exemple, la tension entre le Koweït et l'Arabie saoudite. Au large de la frontière terrestre entre ces deux États se trouvent les îles Karou et al-Mardim. Elles sont d'autant plus importantes qu'elles sont situées à proximité de plusieurs importants gisements de pétrole offshore. Et malgré l'accord trouvé en 2000, la délimitation de cette zone reste imprécise et continue d'être l'objet d'un contentieux entre les deux États, l'arbitrage étant d'autant plus difficile à trouver que l'Arabie saoudite n'accepte comme médiateur que des instances islamiques. En plus, le Koweït aujourd'hui fait ses choix diplomatiques sans consulter Riyad. Lorsque se préparait l'intervention américaine lors de la deuxième guerre du Golfe en Irak en 2003, le soutien apporté par le Koweït à Washington a creusé un fossé politique entre les deux pays. Regardons maintenant un deuxième exemple, les relations entre Qatar et Bahreïn. Au terme de la tutelle anglaise sur ces deux territoires, l'archipel des îles Hawar, proche du Qatar, fut pourtant cédé par Londres à Bahreïn. Le litige entre les deux Émirats a pris de l'ampleur au début des années 90, lorsque furent là aussi découverts des gisements pétroliers. Or, l'Arabie saoudite, considérée comme parrain politique de la région, non seulement n'a pas su trouver une formule de médiation entre les deux États, mais surtout ne souhaite pas que Bahreïn puisse détenir les clés de son indépendance énergétique. Donc Bahreïn et Qatar ont demandé l'arbitrage de la Cour internationale de justice, qui a finalement attribué la souveraineté des îles Hawar à Bahreïn. Eh bien, la suite de l'histoire est tout aussi intéressante. Par la route, il faut actuellement 5 heures pour se rendre du Qatar à Bahreïn, puisqu'il faut passer par l'Arabie saoudite. Eh bien, les deux États ont décidé de financer en commun un pont qui va les relier directement. Cela fera une demi-heure de route. Ce pont sera le plus long au monde. Il sera achevé en 2013. C'est un projet pharaonique de 40 km de long, construit par le groupe français Vinci, mais c'est aussi un projet politique. On n'aura plus besoin de passer par l'Arabie saoudite, ce qui va créer un autre fait accompli, un peu comme celui qui avait été créé dans un autre domaine lors du lancement de la chaîne Al Jazeera par le Qatar en 1996, une chaîne satellite qui a eu un grand impact politique et de liberté de ton. Continuons à descendre vers le sud du Golfe. Pour aller du Qatar vers les Émirats arabes unis, il faut là aussi passer par l'Arabie saoudite, car par un accord frontalier conclu en 1974, les Émirats ont cédé à Riyad cette bande de terre que l'on voit ici sur la carte. Et cette situation a créé un problème. L'Arabie saoudite revendique depuis l'utilisation de cette zone maritime, alors qu'elle avait été déjà partagée quelques années plus tôt entre les Émirats et le Qatar, d'où des tensions entre les trois États. Donc, si on récapitule sur la carte de la région, on comprend par ces trois exemples que l'Arabie saoudite a plus tenté de poser des obstacles pour rester l'arbitre des tensions qu'elle n'a vraiment voulu régler les litiges frontaliers régionaux. Eh bien, cela a contribué à créer les conditions d'un rapprochement entre les petits États du Golfe. Ils ont en outre décidé en 2008 de permettre entre la libre circulation des capitaux, la libre circulation des ressortissants des pays membres du Conseil de coopération du Golfe,
pourrait même suivre l'adoption d'une monnaie unique en 2010 pour réduire la dépendance vis-à-vis du dollar. Alors le projet est difficile du fait de la crise financière internationale et de l'inflation qui est élevée dans la région, mais il s'agit là de toute façon d'une tendance longue qui verra sûrement le jour dans quelques années. L'autre facteur de rapprochement, ce sont les questions de sécurité, ou plutôt d'insécurité. Les États du Golfe ont toujours redouté la politique de l'Iran, que ce soit du temps du Shah, et plus encore depuis la révolution islamique, qui a maintenant 30 ans, 1979. Je vous rappelle que les chiites sont largement majoritaires en Iran, et la révolution conduite en 1979 par Khomeini représente une sorte de revanche des chiites, et depuis, la politique extérieure de Téhéran a toujours été de soutenir les minorités chiites au Moyen-Orient. Regardez sur cette carte la localisation des communautés chiites au Moyen-Orient. Ils représentent environ 10% de la population en Arabie Saoudite, environ 15% aux Émirats Arabes Unis. Au Koweït, les chiites forment 30% de la population. En Irak, ils sont majoritaires, 60%. À Bahreïn, ils représentent environ 70% des habitants de ce pays. Au Moyen-Orient, les chiites sont minoritaires par rapport aux sunnites. Et dans certains pays de cette région, et même en dehors du Golfe, la tension entre ces deux communautés est plus grande aujourd'hui, car les chiites sont politiquement et même militairement plus présents. On le mesure par exemple avec le mouvement chiite Hezbollah au Liban, d'autant plus respecté qu'il est devenu le symbole de la résistance à Israël. On ne connaît pas l'exacte proportion de chiites au Liban en l'absence de recensement, mais les chiites pourraient représenter plus de 40% de la population de ce pays. On mesure aussi cette confrontation en Irak, où une part des affrontements internes oppose sunnites et chiites. Alors les monarchies du Golfe, toutes sunnites, surveillent donc de très près l'influence des radicaux iraniens. Car en fait, il y a deux types de rivalité entre l'Iran et l'Arabie saoudite, chacun de ces deux pays voulant affirmer sa légitimité en tant que puissance régionale. Rivalité d'influence, mais aussi rivalité religieuse sur la communauté des musulmans. D'ailleurs, je vous ai parlé récemment des enjeux du pèlerinage de la Mecque. L'Iran a aussi contre lui de vouloir développer son propre programme nucléaire civil. Cela suscite l'inquiétude chez les monarchies du Golfe qui pensent à leur sécurité écologique. Le programme iranien repose sur la technologie russe et tout le monde se souvient de Tchernobyl. Le réacteur nucléaire iranien de Bushehr est tout proche de Kuwait City, de Riyad, de Doha ou encore d'Abu Dhabi. Ensuite, si l'Iran se dote véritablement d'une capacité nucléaire militaire, l'autre danger, c'est de déboucher sur une course aux armements. On sait que les États-Unis et Israël ont laissé planer l'option de frappes aériennes sur l'Iran, et de telles frappes pourraient être déstabilisantes pour l'ensemble de cette région. Alors de telles hypothèses porteraient évidemment un très mauvais coup aux économies régionales, en frappant le tourisme culturel ou balnéaire. Or, on a vu récemment l'ampleur des investissements qui étaient réalisés dans ce secteur. Alors, vous l'avez compris, on assiste à une reconfiguration complète du paysage politique régional depuis ces énormes secousses que furent la première guerre du Golfe de 1991, le 11 septembre, la guerre en Irak actuellement et maintenant les projets de l'Iran de se doter d'un armement nucléaire. Alors pour les États du Golfe, l'équilibre est difficile à trouver entre Arabie saoudite, Iran et même Irak, où l'arrivée d'un pouvoir chiite inquiète les monarchies de la région. D'un côté, l'Iran a tout de même pour lui de refuser la présence des troupes américaines dans la région, alors que les pays du Golfe abritent des bases américaines qui facilitent les opérations en Irak et en Afghanistan, et de l'autre, Washington fait pression pour une présence accrue de ces mêmes pays arabes en Irak pour contrebalancer l'influence de l'Iran. Alors on a souvent une perception globale des problématiques de la région, voire une perception d'unité. Eh bien rien n'est plus faux.